Chapitre 3, postulat de la mécanique quantique. Donc, le but de ce chapitre est donner, voilà, donner les postulats de la mécanique quantique sur lesquels est basée la description quantique physique et leur contenu physique. D'accord? Donc, on a de la description, on va faire la description des postulats. Donc, il y a 6 postulats. Donc, le premier postulat, c'est à propos de la description d'un état d'un système. Donc, à tout instant t, d'accord, l'état d'un système quantique est décrit par un vecteur d'état. D'accord? On le note par le quête psi de t appartenant à l'espace vectoriel E des états quantiques. D'accord? Donc, espace vectoriel de voilà. Voilà. Donc, à chaque état d'un système quantique est décrit par un vecteur d'état psi de t appartenant à l'espace vectoriel E des états quantiques. Donc, voilà. Le postulat 2, c'est la description d'une grandeur physique. D'accord? La description d'une grandeur physique. Donc, toute grandeur physique mesurable A est décrite par un opérateur observable A agissant dans l'espace des états. J'ai dit le paragraphe qui précède, j'ai dit que pour chaque quantité mesurable classiquement, on va lui associer un opérateur, donc A, qui va agir dans l'espace des états, c'est-à-dire qui va être utilisé, donc bien sûr, en mécanique quantique. D'accord? Voilà. Donc, par exemple, vous avez donc les positions, donc, par exemple, les positions, vous utilisez donc, par exemple, les positions, par exemple, X, donc, c'est une grandeur physique, donc la distance, d'accord? Mais distance, c'est une grandeur physique mesurable. Donc, je vais lui associer dans je vais lui associer donc un opérateur X qui va agir dans l'espace des états. Donc la même chose pour donc une quantité de mouvement P, donc vitesse, donc mesurable classiquement. Je vais donc lui associer donc un opérateur en mécanique donc quantique, un opérateur P qui va agir dans l'espace des états. Donc c'est ça voilà. Je vais effacer ça. Donc ça pour la description. Résultat possible de mesurer. Ça, je l'ai parlé aussi un petit peu donc la section qui est précédente. Donc j'ai dit que si on mesure une grandeur physique A, elle ne peut donner comme résultat qu'une des valeurs propres de A correspondant. C'est-à-dire si je veux mesurer la grandeur physique A, donc, je vais utiliser l'opérateur mécanique quantique, je vais lui correspondre l'opérateur A. Et donc, lors de la mesure, donc il va donner, qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner les valeurs propres un résultat, les valeurs propres de l'opérateur A. Voilà. Donc, on a le résultat possible d'une mesure. Donc, remarque, la mesure de A donne une valeur réelle car A est inobservable. Donc, la grandeur physique mesurable, je lui associe inobservable A. Et donc, les valeurs propres de A sont, puisque c'est inobservable, c'est hermétique, c'est donc les valeurs propres sont des quantités qui sont réelles. Voilà. Donc, ce sont des valeurs réelles. Si le spectre de A est discret, d'accord, valeur propre A, on dit qu'il y a quantification. Donc, si vous avez donc le spectre de A est discret. Donc, voilà, je vous le principe de décomposition spectrale. Lorsqu'on mesure la grandeur physique A,
associé à un système dont l'étape psi est normée, la probabilité de trouver la valeur propre à n de l'observable A correspondante est P de A de n est égale à la sommation de I est égale à 1 jusqu'à n de cette quantité, c'est-à-dire le produit scalaire de psi INI, d'accord, modulo carré, d'accord. Donc, ça, c'est pour la probabilité de trouver la valeur propre à n de l'observable A correspondante, d'accord. Donc, c'est-à-dire, si, voilà, donc, bien sûr, donc, cette grandeur physique A, je vais lui correspondre un opérateur A, où les valeurs propres de A sont les AN, d'accord? Sont les AN. Les valeurs propres sont des 1, et ça, c'est la probabilité de trouver, la valeur propre à n. Bien sûr, la valeur propre à n, elle peut être dégénérée Gn fois, et donc cette probabilité est égale à ça. D'accord? Si elle est dégénérée une seule fois, bien sûr, vous avez un seul vecteur. Vous avez le I1 psi modulo carré. D'accord? Voilà. Donc, où Gn est le degré de dégénérescence et I, c'est une base orthonormée dans le espace E de n associée à la valeur propre à n. Remarque, donc ça c'est pour si la fonction, si l'étape psi est normée. Si l'étape psi est non normée, donc il faut normaliser par ce produit scalaire, module de psi au carré. Donc il faut normaliser donc cette probabilité. D'accord? Si vous avez maintenant le spectre de A est continu, donc si le spectre de A est continu, la probabilité de trouver la mesure de A comprise entre alpha et alpha plus delta alpha est celle-là. Donc vous avez donc la même chose, c'est le module au carré de psi de alpha projeté donc sur la base continue oméga alpha. D'accord? Donc c'est la même chose. Donc, ici, vous avez une base qui est discrète et ici, une base qui est continue. Donc, ça, c'est pour trouver la valeur, pour trouver donc la valeur, voilà, pour trouver la probabilité de mesure entre alpha et alpha plus de alpha. D'accord? Donc, oméga alpha est le vecteur propre associé donc, à alpha de l'observable A. Donc, alpha, c'est la valeur propre. D'accord? D'accord, c'est la valeur propre, mais ce sont des valeurs propres qui sont continues, monsieur. Dans ce cas, les valeurs propres sont discrètes. D'accord? A1, A1, A2, ainsi de suite. Alpha ici, donc il prend tous les valeurs. Et donc, D de P alpha, c'est quoi? C'est le module au carré de cette quantité multiplié par D alpha. Maintenant, je vais passer donc à... Pardon, je vais passer à notre... Vous avez donc une chair. Donc voilà. Bonjour. Maintenant, on va continuer notre cours. Donc la dernière fois, donc on a vu 4 postulats de la mécanique quantique. Et maintenant, on va continuer par le postulat numéro 5, qui est la réduction du paquet d'ondes. Donc, le système étant dans l'état psi, psi est égal à la sommation sur les valeurs propres n, c'est la sommation sur n, la sommation de i est égale à jusqu'à Gn, Cni, et la base INI, telle que la base, donc les vecteurs bases, vecteurs propres sont des vecteurs propres de l'opérateur A. Donc A appliqué sur le vecteur propre INI, il donne à N INI. N, c'est la valeur propre. Donc, le système étant dans l'état psi, si la mesure
de A donne, c'est-à-dire si la mesure de A donne à N, alors immédiatement après la mesure, le système n'est plus dans l'état psi, mais dans l'état UN. Donc, avec l'état UN, c'est quoi? L'état UN est égal à Pn psi sur la racine de psi n Pn psi. Avec Pn, c'est le projecteur associé à la valeur propre à n, d'accord? Qui est égal à la sommation de I de 1 jusqu'à Gn, le quête INI, voilà INI, d'accord? On dit que UN, c'est quoi? C'est la projection normée de psi sur le sous-espace vectoriel associé à n, sur n. Donc, voilà. Maintenant, si AN est non dégénéré, après la mesure, le système sera dans l'état UN. Donc, dans ce cas, donc, le projecteur donc, Pn est égal à IN. Et donc, j'aurai IN, donc, est égal le ket IN multiplié par IN, le produit scalaire psi IN, c'est-à-dire le projecteur P psi, Pn psi, sur la racine de psi Pn psi. Et donc, je remplace le Pn par IN. Donc, qu'est-ce que j'aurai? Donc, j'aurai le ket IN est égal le ket IN, donc le produit scalaire de psi IN sur la racine de module, si vous voulez. Donc, ça, c'est la racine de psi scalaire IN et IN scalaire psi. Donc, à quoi est égal? Je sais que psi IN est dans le coefficient correspondant. C'est-à-dire, c'est la projection de psi sur la base IN, il va donner Cn. D'accord? Il va donner Cn sur le module de Cn. Donc, c'est le module de Cn. C'est la racine du module Cn au carré. Donc, j'aurai Cn sur le module de Cn. Cn sur le module Cn multiplié par donc, le ket IN. Je sais que pour un complexe A, donc il peut s'écrire A est égal le module de A exponentielle multiplié par l'exponentielle de I multiplié par la phase θ. D'accord? Et donc Cn sur le module de Cn, à quoi est égal l'exponentielle de I multiplié par la phase θ. Donc j'aurai l'exponentielle de I θ UN. Et on sait que le vecteur propre IN et le vecteur propre exponentiel du état IN ne diffèrent que par un facteur de phase et ils représentent le même état physique. D'accord? Ils représentent le même état physique et donc, voilà. Donc, lorsqu'on mesure donc, lorsqu'on mesure donc, la grandeur physique A, donc, on va trouver donc, le système dans l'état UN, dans l'état UN, qui est le vecteur propre associé à la valeur propre à N. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça pour... Donc ça pour ce transparent. Donc je vais essayer de... Voilà, maintenant je vais passer au transparent 2. Et je voudrais bien donc continuer sur le postulats. On avait donc vu le postulat numéro 5. On a vu c'est la réduction du paquet d'ondes, c'est-à-dire c'est donc lors d'une mesure, donc on a modifié l'état,
lors de la mission, on a modifié l'état quantique du système de psi, donc l'état du système avant la mesure, donc qui est devenu donc un vecteur propre associé à la valeur propre à n. Donc on a modifié l'état quantique du système. Donc c'est pourquoi on a donc appelé réduction du paquet d'onde. Maintenant pour le postulat numéro 6, donc l'évolution des systèmes dans le temps. Donc l'évolution dans le temps du vecteur psi, elle est décrite par l'équation de Schrödinger. Donc IH par t sur dt du vecteur quête psi t, de la fonction temps psi t, qui est égale à h de t psi de t, où h de t, c'est l'observable associé à l'énergie totale du système. Voilà. Donc, h de t, on l'appelle aussi, c'est l'hamiltonien du système, ou l'observable associé à l'énergie totale du système. Donc, voilà. Donc, on va voir les règles de quantification. Toute grandeur physique classique s'exprime en fonction des variables dynamiques fondamentales, donc la position et l'impulsion P, la position R et l'impulsion P. L'observable A associé donc à une grandeur physique classique A, définie classiquement, une grandeur physique A définie classiquement, s'obtient en remplaçant dans l'expression convenablement symétrisée de A, donc les positions R et P par les opérateurs, donc position R et impulsion P, grand R, grand P. Donc, voilà. Je vais voir quelques exemples. Par exemple, soit donc on considère un oscillateur harmonique à une dimension en mécanique classique. Si vous calculez l'énergie totale, vous trouvez que l'énergie totale est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle qui est quadratique en x carré. D'accord ? En mécanique quantique, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer donc les positions x et p avec les opérateurs x et p. Et on aura donc l'opérateur hamiltonien qui h est égal à p carré sur 2m, donc c'est l'opérateur énergie cinétique, plus lambda x carré. Donc, si je remplace p au carré sur 2m, donc on peut le remplacer donc, dans la représentation R, comme on a vu. Donc, l'impulsion P va être remplacée par moins h bar sur I nabla. Et donc, j'aurai l'hamiltonien est égal à moins h bar carré nabla carré sur 2m plus le lambda x carré. D'accord? Donc, juste la remarque, c'est pour... donc, on a remplacé donc, le P par l'opérateur P par l'opérateur différentiel moins h bar carré nabla carré sur 2n. Bien sûr, le P, c'est h bar sur I nabla ou moins I multiplié par h bar nabla. Voilà. Donc, je passe à le deuxième transparent. Donc, c'est un autre exemple. Troisième transparent. Donc, je vais commenter maintenant le diapo 3. Donc, le deuxième exemple. Donc, on va considérer la grandeur physique A qui est égale à le produit de la position X avec l'impulsion Px. D'accord? On va lui associer l'opérateur X, l'opérateur produit des deux opérateurs, opérateur position grand X et impulsion grand Px. D'accord? En P. Et je sais que le commutateur X Px est égal à IH bar. Donc, il n'est pas nul. D'accord? Donc, c'est-à-dire XPX, le produit de deux opérateurs XPX moins PX X est égal à IH bar. D'accord?
Et donc, maintenant, je vais chercher l'expression adjointe de l'opérateur produit XPX. Donc l'opérateur adjoint, on a vu, si je cherche l'expression de l'opérateur adjoint, il faut donc suivre les règles. Donc les opérateurs, on va les remplacer par leur adjoint et on va inverser l'emplacement. D'accord? Donc les quêtes par leurs bras, le bras par leurs quêtes et les nombres par leurs conjugués. Donc on a vu ça. Donc maintenant j'ai deux opérateurs. Donc je cherche l'expression adjointe. Donc je remplace chaque opérateur par son adjoint et je vais inverser donc l'emplacement. Donc l'adjoint du produit XPX à quoi est égal? Donc est égal le P adjoint multiplié par X adjoint. D'accord? Et je sais que les opérateurs P et X sont des observables. Donc, ce sont des opérateurs qui sont hermétiques. Et donc, l'opérateur adjoint, P+, est égal, est égal à P. D'accord? Et aussi, donc, l'observable X explicite, c'est X, c'est un opérateur, je dis c'est un opérateur hermétique, et donc X plus, c'est-à-dire l'adjoint de X est égal à X, d'accord? X plus est égal à X. Et donc, j'aurai donc le produit de deux opérateurs P plus et X multiplié par l'opérateur X plus, à quoi est égal? Est égal, donc, simplement, PXX. Parce qu'on a dit que ces deux opérateurs sont des opérateurs, sont des observables. Donc P c'est une observable et X c'est une observable. Ce sont des opérateurs qui sont hermétiques. Donc maintenant, j'ai PXX, le produit de PXX. Donc, si j'utilise donc la relation de commutation, je sais que ce PX, le produit PXX, à quoi est égal à XPX moins IH bar. C'est-à-dire l'action de PX, elle est différente de l'action de XP par donc le facteur IH bar. D'accord? Donc, voilà. Donc, on a montré donc que vous voyez donc XPX, l'adjoint, à quoi elle est égal? Elle est égal à XPX moins H bar. Donc, il est clair donc que l'adjoint de XPX, c'est-à-dire XPX plus, elle est différent de XPX, donc c'est-à-dire le produit de deux opérateurs XPX. Voilà. Donc, voilà, donc XPX n'est pas un opérateur hermitien, c'est-à-dire le produit de deux opérateurs X et PX n'est pas un opérateur hermitien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va symétriser cet opérateur. On va poser que le produit de opérateurs XPX à quoi est égal? Est égal à 1,5 multiplié par donc le produit de XPX plus PXX. Donc, bien sûr, donc plus IH par sur 2. D'accord? Donc, bien sûr, si vous remplacez PX, donc produit PX grand X dans cette expression, vous allez trouver donc vous le remplacez par X, PX moins IH par, donc vous allez trouver XPX. Voilà. Donc, si maintenant j'appelle, donc je vais noter donc le 1,5, la parenthèse, donc le produit de XPX plus PXX par l'opérateur A. Donc, cet opérateur, on peut facilement le montrer que c'est un opérateur hermitien. Et donc, vous voyez que le produit des deux opérateurs XPX, c'est à quoi est égal à un opérateur hermitien A plus le H bar sur 2. Voilà. Donc, on a abouti donc, à cette relation, c'est-à-dire on a remplacé un opérateur hermitien par un opérateur non hermétique par
un opérateur hermétique plus UH bar sur 2. Voilà. Donc, voilà, donc on symétrise donc, les opérateurs pour trouver un opérateur, pour l'écrire comme un opérateur hermétique. D'accord? Donc, on va chercher les valeurs propres de cet opérateur. Si je veux chercher les valeurs propres de XPX, je dois chercher les valeurs propres de A, qui est hermétique, un observable hermétique. Et donc, ces valeurs propres sont des réels. Et puis, qu'est-ce que je vais faire pour trouver donc les valeurs propres de XPX? Je dois juste ajouter le IH bar sur 2. Voilà. Donc, c'est ça l'idée. Donc, c'est de cette symétrisation, c'est-à-dire chercher les valeurs propres de A et donc pour aboutir aux valeurs propres de cet opérateur. Voilà. Donc, je passe donc à l'autre transparent. Voilà. Donc, voilà le commentaire pour le diapo 4. Donc, je vais passer maintenant à un autre paragraphe qui il s'agit du contenu physique des postulats. Donc, on va commencer par le premier, donc la valeur moyenne d'inobservable. Donc, c'est quoi la valeur moyenne d'inobservable? La valeur moyenne, donc notée par brackets de A dans l'état psi, de l'observable A, donc la valeur moyenne de l'observable A d'un système physique se trouvant dans l'état psi, donc je vais considérer cet état normé, c'est-à-dire psi scalaire psi est égal à 1, donc dans l'état normé, est défini dans l'état psi normé, est défini comme la moyenne des résultats obtenus en effectuant un grand nombre n de mesures. Donc, c'est la moyenne des résultats obtenus en effectuant un grand nombre n de mesures de A, c'est le système dans l'état psi. Donc, j'ai le système, il est dans l'état psi, et je vais faire plusieurs mesures, c'est-à-dire un grand nombre de mesures n, je le note n, de cet état psi. Donc, je sais que qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir, lorsque je fais la mesure, je vais obtenir les valeurs propres de l'opérateur de l'observable A. Donc, c'est ça la mesure. Donc, je vais obtenir les valeurs propres de l'observable A. D'accord? Donc, voilà. Maintenant, la probabilité pour que je trouve la valeur propre n, c'est quoi? C'est donc on va le noter. Donc, c'est la probabilité pour que la mesure de A est égale à n, c'est-à-dire la mesure de A donne donc la valeur propre à n. D'accord? Donc, on va considérer n de AN. N de AN, c'est le nombre de fois tel que la mesure de A donne à n. Donc, je sais que la probabilité, si je veux calculer la probabilité de AN, c'est quoi? C'est la limite, d'accord, quand n tend vers l'infini de n de AN sur n. N de AN, c'est le nombre de fois que j'ai obtenu la valeur propre à n, et n, c'est le nombre de mesures que j'ai effectuées dans l'état psi, c'est-à-dire le nombre de mesures que j'ai effectuées donc, dans l'état psi. D'accord? Voilà. Donc maintenant, la valeur moyenne dans l'état psi, c'est quoi? C'est la sommation sur n de AN multiplié par donc, n de AN sur n. Donc, c'est-à-dire est égal à quoi? Est égal à la sommation sur n de AN multiplié par la probabilité de trouver donc la valeur propre à n. Donc, j'ai dit que lorsqu'on mesure fait la mesure, on va trouver une valeur, donc d'après le postulat, donc on va trouver une valeur propre de l'opérateur A.
soit on va trouver A1, soit on va trouver A2, soit on va trouver AN, ainsi de suite. D'accord? Donc, quand je fais donc, n mesures, c'est-à-dire je vais trouver par exemple 3 fois la valeur propre à 1, 4 fois la valeur propre à 2, 1000 fois par exemple la valeur propre à 5, ainsi de suite. Et donc, si je veux donc, la valeur moyenne, c'est-à-dire j'ai trouvé combien de fois A1, c'est-à-dire j'ai trouvé 3 fois A1, j'ai trouvé par exemple 4 fois A2, ainsi de suite, et je vais diviser bien sûr, je vais multiplier par ce nombre, et je vais diviser bien sûr par le nombre total de mesures. Donc j'ai fait par exemple 1000 mesures, et j'ai obtenu donc par exemple 100 fois A1, 200 fois A2, ainsi de suite. Donc la valeur moyenne donc, est à quoi est égale? Donc, est égale à la sommation sur n de AN multiplié par le nombre de fois que j'ai obtenu AN divisé sur le nombre total n. Bien sûr, donc, on a dit que n de AN sur n, c'est quoi? C'est la probabilité pour trouver la valeur propre à n. Et donc, j'aurai donc la valeur moyenne, c'est quoi? C'est la sommation sur n, AN, P de AN. Donc, juste un commentaire. Donc, bien sûr, donc, le n, c'est quoi? C'est le nombre de mesures effectuées. D'accord? Donc, le n de AN, c'est quoi? C'est le nombre de fois que j'ai obtenu, donc, par exemple, A1, A2, ainsi de suite. Par exemple, je vais donner un exemple. Par exemple, j'ai l'opérateur A. L'opérateur A, il a par exemple 3 valeurs propres. Par exemple, A1, A2, lui, donc A2, A3, par exemple. D'accord? Il a trois valeurs propres. Je vais faire la mesure de A. Je vais obtenir l'une des valeurs propres ici. D'accord? Je vais faire donc n mesures. D'accord? Je vais faire la mesure là, par exemple, elle va donner A1. La première mesure, la deuxième mesure va donner A1, la mesure troisième mesure va donner A1. Par exemple, j'ai obtenu, donc n, par exemple, je vais juste faire un exemple. J'ai fait 10 fois 10 mesures. Donc, j'ai trouvé, par exemple, 3 fois A1. J'ai fait la mesure, j'ai trouvé A1, 3 fois. J'ai trouvé, par exemple, 4 fois A2. Et j'ai trouvé, par exemple, 2 fois, donc il reste 3. 3 fois A3. D'accord? Donc, ici, la probabilité, c'est quoi? C'est la probabilité, par exemple, la probabilité de trouver A1, c'est quoi? La probabilité pour trouver A1, c'est quoi? C'est le nombre de fois que j'ai obtenu A1 divisé sur le nombre de fois, le nombre de mesures, divisé sur 10. Donc, c'est-à-dire la probabilité. La probabilité de trouver, par exemple, A2, c'est quoi? C'est 4 sur 10. Ainsi de suite. D'accord? Est égal à 4 sur 10. 4 sur 10. D'accord? Donc, c'est ça la probabilité. Donc, c'est bien sûr ici, donc, on ne fait pas 10 mesures, mais c'est un grand nombre de mesures. Donc, je vais calculer donc, la probabilité pour chaque valeur propre. Donc, pour la valeur moyenne, ici, c'est quoi? C'est on va faire la sommation sur les valeurs propres, bien sûr, de AN multiplié par cette probabilité de P de AN. D'accord? Donc, c'est ça l'idée. Donc, c'est la probabilité 1, c'est-à-dire c'est combien de fois j'ai trouvé, donc, donc, la valeur propre à 1. D'accord? C'est ça la valeur moyenne. Si, par exemple, normalement, si vous faites des mesures, la valeur moyenne d'un X, par exemple, vous faites comme ça. Donc, c'est la sommation sur X sur N. Donc, normalement, c'est ça la valeur moyenne par exemple, de I est égal à 1 jusqu'à N. Vous faites de X, c'est la valeur moyenne de
de x, par exemple. La valeur moyenne de x. Vous faites une moyenne. Donc, vous faites la mesure. C'est comme, par exemple, le TP. Voilà, par exemple, vous faites une mesure, la première mesure, la deuxième mesure. Par exemple, la loi de Hooke qu'on avait donc, dans les TP, ça pour les SMP, je pense, pour les SMC, non. Donc, voilà. Donc, pour les TP, par exemple, vous faites la mesure plusieurs fois et vous donc, cherchez la valeur moyenne. Donc, c'est la même chose ici. Donc, on cherche la valeur moyenne de l'opérateur A dans l'étape C. Donc, c'est quoi? C'est la sommation sur N de AN, P de AN, c'est-à-dire la valeur propre multipliée par la probabilité de trouver cette valeur propre. D'accord? Donc, c'est-à-dire ici, c'est quoi? Donc, pour mon exemple, c'est quoi? À quoi est égal la sommation sur N de quoi? Donc, c'est quoi? C'est A1 multiplié par P de A1, d'accord? Plus A2 multiplié par P de A2, plus, dans mon exemple, plus le A3 multiplié par A3, d'accord? Donc, pour cet exemple, c'est ça. Et ici, bien sûr, quand vous remplacez la probabilité par N sur AN, c'est-à-dire que vous allez trouver, c'est le nombre de fois que j'ai trouvé N A1, c'est-à-dire c'est 4, pardon, c'est 3 A1, c'est 3 A1, la valeur moyenne, c'est 3 A1, j'ai trouvé 3 fois A1, plus 4 fois A2, d'accord? 4 fois, j'ai trouvé la valeur A2, plus le 3 fois, j'ai trouvé A3, bien sûr, et divisé sur 10, donc le nombre de mesures. Parce que le nombre de mesures, j'ai choisi 10 fois. Donc, A1 sur 10, c'est quoi? C'est la probabilité P de A1. A2 sur 10, c'est la probabilité PA2. Ainsi de suite. A3 sur 10, c'est la probabilité de A3. Vous avez donc plus A3 multiplié par la probabilité de trouver donc, la valeur propre A3. Donc, juste ça pour que vous comprenez donc ces notations. Voilà. Donc, je vais effacer tout ça. Donc, ici, on va juste remplacer la probabilité P de AN. Donc, AN ici, bien sûr, c'est une valeur propre qui, par exemple, dégénérée Gn fois. Et donc, la probabilité de trouver donc AN, c'est ça. D'accord? Si vous avez la probabilité, si vous avez AN, c'est un non dégénéré, c'est-à-dire vous aurez ici donc psi I1, I1 par exemple. D'accord? Donc un seul vecteur, vous n'aurez pas une sommation. Mais si A1 est dégénéré, donc il faut faut faire la sommation sur tous les vecteurs associés à A1. C'est le sous-espace vectoriel associé à la valeur propre à A1. Donc je continue donc la présentation. Ça va marcher. Pourquoi? Ok, donc je pense qu'il faut que je... Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer donc la probabilité P pour trouver donc la valeur propre à N. Donc, on l'a vu dans le postulat numéro 4, et donc il faut juste remplacer. Donc, c'est-à-dire, c'est quoi? C'est la sommation de I est égale à 1 jusqu'à Gn. On avait qui est égal à le module de psi INI au carré. Donc, je vais remplacer ce module. Le module, donc, c'est quoi? C'est le produit scalaire INI psi multiplié par le produit scalaire psi INI. D'accord?
Maintenant, si je remplace cette probabilité P de AN dans l'expression de la valeur propre moyenne, c'est quoi? Donc, j'aurai donc la valeur moyenne de A dans l'étape 6, c'est quoi? C'est la sommation sur N, la sommation de I de 1 jusqu'à Gn, de quoi? De quoi? De psi. Voilà, donc de psi A, INI, INI, psi. D'accord? Voilà. Et donc, puisque donc j'ai maintenant une relation de fermeture, donc j'aurai donc est égal donc psi à psi. Donc voilà. Donc c'est juste la remarque donc pour cette expression, c'est juste donc on l'a vu donc dans le postulat qui précède. Vous avez donc la probabilité pour trouver A1, c'est quoi? C'est la sommation de I est égale à 1 jusqu'à Gn de quoi? De module au carré de psi et I. Le module au carré, bien sûr, donc psi, le produit scalaire psi et I, module au carré multiplié par le conjugué. Le conjugué ici, c'est quoi? C'est le psi et I. D'accord? Donc, vous aurez donc cette expression. Voilà. Donc, sont similaires. Donc, on continue. Ça marche? J'ai remplacé le ANINI par AINI. D'accord? J'ai remplacé donc dans cette expression parce que j'ai j'ai la valeur propre à n. J'ai remplacé donc le AN multiplié par INI par donc AINI car donc on a donc l'action de A sur INI va donner ANINI. Donc j'ai remplacé. Donc ici juste je vais effacer ça pour donc je vais commenter ici encore une fois. Donc, je vais effacer ça. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a remplacé, donc, dans cette expression, on veut donc chercher la valeur moyenne de A. Donc, on a remplacé la probabilité de trouver la valeur propre à N. Donc, je l'ai remplacé par donc, cette expression. Donc, j'ai remplacé ici par cette expression. Et ici, j'ai utilisé donc, le fait que bien sûr, ce sont les vecteurs propres de A associés à la valeur propre à N. J'ai remplacé le ANUN par AUNI. Donc, c'est ça, vous allez trouver ici le AUNI. Donc, c'est quoi? C'est juste ANUNI. D'accord? Donc, ils sont reliés. Hein? C'est-à-dire, je vais l'écrire peut-être. Vous avez ici la sommation sur N de AN. D'accord? Vous avez une sommation sur voilà, c'est IA est égal à 1 jusqu'à Gn. Donc, je remplace ici P. Donc, vous aurez donc, sur donc, la dégénérescence de la valeur propre et la sommation de I est égale à 1 jusqu'à Gn de AN multiplié par vous savez, donc, psi, voilà, INI. Donc, voilà. Vous avez donc INI multiplié par psi. D'accord? D'accord. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remplacé le AN multiplié par INI, c'est-à-dire AN, je l'ai fait ici. D'accord? C'est un nombre, c'est pas un problème, donc je peux l'écrire comme ça, donc je vais le faire comme ça, donc je peux l'écrire comme ça, si vous voulez. Donc c'est psi, si vous voulez, AN, d'accord? C'est la valeur propre, c'est la valeur propre multiplié par INI. Yeah. C'est ça. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remplacé le ANUNI par AUNI. Vous aurez donc le psi, voilà. Vous aurez donc ça, c'est quoi? C'est A appliqué sur le
INI. Donc, juste pour que vous comprendrez donc, les notations ici. Donc, vous aurez donc ce terme. D'accord? Et donc, pratiquement de time, voilà. Donc, le time, c'est celui-là. Et donc, qu'est-ce que vous aurez? Donc, vous voyez bien que vous avez ici, ça, c'est la relation de fermeture, la sommation sur R, la sommation de I est égale à 1 jusqu'à Gn de quoi? De INI. Donc, c'est-à-dire ket bras. Donc, c'est la relation de fermeture. Cette relation de fermeture, bien sûr, est égale à 1, car ces vecteurs forment une base de l'espace des états. Et donc, il vérifie la relation de fermeture. Donc, la relation de fermeture, je vais l'écrire encore une fois ici. Donc, c'est la sommation sur n. La sommation de I est égale à 1 jusqu'à Gn. D'accord? Jusqu'à Gn. Et vous avez donc le INI. Donc, c'est ça la relation de fermeture. INI. Voilà. INI. Voilà. Donc, Ali est égal, bien sûr, c'est l'opérateur unité ou la matrice unité, comme vous voulez. Donc, c'est égal à 1. Et donc, celle-là est égale à 1. Et donc, vous aurez, donc, ce terme est égal à 1, donc la relation de fermeture. Donc, vous aurez, donc, qu'est-ce que vous aurez? Vous aurez psi à psi. Donc, c'est-à-dire la valeur moyenne de A dans l'état psi, c'est quoi? C'est ce terme. Il faut donc calculer ce terme. C'est-à-dire qu'il faut donc agir A sur psi et donc faire... c'est-à-dire, si vous voulez, c'est le... Car A sur psi, il va donner un vecteur scalaire, ce vecteur psi. D'accord? Donc, si vous voulez calculer donc, la valeur moyenne d'un opérateur dans l'état psi, donc il faut juste calculer ce terme. Donc, c'est-à-dire, c'est le bras psi, l'opérateur A multiplié par, appliqué sur le ket psi. Voilà. Donc, si vous avez psi n'est pas normé, d'accord? Donc, il faut normaliser. Donc, il faut normaliser cette valeur moyenne, c'est-à-dire, il faut donc multiplier par le produit scalaire psi, c'est-à-dire le module de psi au carré. D'accord? Ça, c'est le module de psi au carré. Si vous voulez, c'est psi conjugué. D'accord? Mais voilà. C'est le module de psi au carré. D'accord? Ça, c'est le module de psi au carré. Donc, il faut, donc, si vous avez l'état n'est pas normé, donc il faut juste normaliser. D'accord? Donc, voilà. Je passe donc à l'autre transparent. Donc, ça, c'est terminé. Donc, je vais passer donc à l'autre transparent. Donc, je vais effacer tout ça. Il faut donc l'effacer avant. Voilà. Voilà, donc, je vais essayer de... retourner encore. Donc, on continue. Le commentaire du diapo 5. On va introduire c'est quoi l'écart quadratique moyen. L'écart quadratique moyen de l'observable A, noté delta A, caractérise la dispersion des résultats de mesure autour de la valeur moyenne de A. Donc, il est défini comme étant delta A est égal à racine de la valeur moyenne de A au carré moins la valeur moyenne de A au carré. D'accord? Donc, c'est comme l'incertitude. Donc, il caractérise la dispersion, il caractérise l'incertitude des résultats de mesure autour de la valeur moyenne de A. Voilà. Donc, c'est observable compatible, soit A et P, deux observables d'un système physique. On dit que A. On remarque qu'il faut donc, généralement, donc,
la valeur moyenne de A au carré, elle est différente de la valeur moyenne de A au carré. Donc, généralement, ils ne donnent pas le même résultat. D'accord? Donc, il faut faire attention. Donc, quand vous calculez donc, la valeur moyenne de l'opérateur A au carré, d'accord? Et quand vous calculez la valeur moyenne de l'opérateur A au carré. Donc, ce sont des choses qui sont différentes. Hein? Voilà. Donc, la différence, c'est l'écart d'écart moyen. D'accord? L'écart quadratique. Voilà. A, B sont compatibles si le commutateur AB est égal à 0, c'est-à-dire l'action de AB est égale à l'action de B, B1. A et B sont incompatibles si le commutateur AB est différent de 0, c'est-à-dire l'action de AB est différente de l'action de B1. Les observables compatibles peuvent être mesurés simultanément et ce n'est pas le cas pour les observables incompatibles. Conséquence, pour que l'état d'un système pré-mesure soit déterminé de façon unique, il faut mesurer autant d'observables qu'il est nécessaire pour spécifier de manière unique l'état du système, d'où l'importance d'utilisation des écoques. Donc, voilà. Donc, on a dit que pour l'écoque, donc, donc, je vais expliquer, par exemple, je vais prendre l'opérateur A, donc, qui est lui-même un écoque. L'opérateur, c'est-à-dire l'opérateur A, les valeurs propres de A leur correspondent, les valeurs propres de A, donc sont non dégénérées. C'est-à-dire, il leur correspond un seul vecteur. Donc, chaque valeur propre de A, il lui correspond un seul vecteur propre. Et donc, si je fais la mesure d'un système à l'étape psi, donc il va donner une valeur propre de l'opérateur A. Il va donner une valeur propre, par exemple, il va donner A1. A1, il lui correspond un seul vecteur propre, d'accord, qui est, par exemple, I1. Et donc, l'état du système, donc, il est maintenant déterminé d'une façon unique. Et c'est quoi? C'est l'état, donc l'état U1, d'accord, correspondant à la valeur propre non dégénérée A1. D'accord? Maintenant, si les valeurs propres de A sont dégénérées, il faut donc chercher une autre observable P, donc, et montrer et chercher est-ce que AB, donc l'ensemble d'opérateurs AB forment un écoque. D'accord? S'ils forment un écoque, donc la paire des valeurs propres leur correspond à un seul vecteur propre commun de A et B. Et donc, on a, donc, de cette manière, on peut déterminer d'une façon unique l'état d'un système physique. Voilà. Voilà, c'est ça l'utilité d'utilisation de l'écoque, c'est donc la détermination d'une manière unique de l'état du système. D'accord? Donc, dans sa utilité. Donc, j'ai déjà parlé un petit peu détaillé donc, sur ça donc, dans les transparents qui précèdent. Voilà, donc maintenant, on continue. Propriété de l'équation de Schrödinger, conservation de la norme. On doit démontrer que donc, la conservation de la norme, c'est-à-dire vous avez la norme, elle est conservée. C'est-à-dire, donc il est conservé dans le temps, c'est-à-dire si je fais la dérivée par rapport au temps de la norme est égale à 0. C'est-à-dire, quel que soit t, vous avez le produit scalaire psi est constant. C'est-à-dire t est égal à 0, à un instant t, donc quelconque. Donc, je sais que donc l'équation de Schrödinger, vous avez donc l'hamiltonien H est hermétique. Et donc, vous avez, donc on va démontrer ça, d'accord?
Donc, on va chercher la dérivée d sur dt de cette expression. On va voir est-ce que cette norme est égale à 0. Si est égale à 0, donc vous avez donc la norme est une constante. D'accord. Je vais, donc vous avez ici, vous avez la méthode hermétique, H. Vous vous rappelez de l'équation de Schrödinger, dépendante du temps, donc était dans un, donc vous avez IH bar, d sur dt, IH bar d de psi de t, voilà, sur dt, d sur dt de 100, à quoi est égal? Est égal, bien sûr, est égal à la méthode H appliquée sur le quête psi de t. D'accord? Et donc, voilà. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire juste donc je vais faire l'adjoint de cette expression. D'accord? L'adjoint de cette expression que vous aurez, donc l'opérateur H va être remplacé par H plus, et vous avez donc le quête psi de t, il va être remplacé par le bras. Bien sûr, il y a donc on inverse donc le positionnement, donc on a vu ça. Donc voilà. Et puisque l'opérateur A et H plus est hermétique, c'est-à-dire H plus est égal à H. Et donc vous aurez donc psi de t bras est égal à H de t. Donc maintenant, l'expression adjointe de celle-là, c'est quoi? C'est donc nombre complexe. Ça, on va le remplacer par le complexe conjugué de ce nombre, donc c'est-à-dire moins IH bar. Et vous avez donc d sur dt du bras psi de t. Donc, vous avez un quête, donc vous avez ici un bras. Donc c'est-à-dire vous aurez donc vous aurez ça. Donc vous aurez donc le bras psi de t, h est égal à moins IH bar d sur dt du bras psi de t. D'accord? Voilà, je passe transparent qui est transparent. Voilà, je pense que je dois effacer ça. Juste à titre de pour vous montrer donc que s'agit de l'adjoint. Maintenant, je vais faire cette dérivée d sur dt de psi de t. Donc, à quoi est égal? Si je fais la dérivée, donc vous aurez donc le premier terme, vous dérivez donc ça, d sur psi de t, ce sont des fonctions fg si vous voulez. Donc, c'est d de psi de t sur dt, c'est-à-dire la dérivée du bras. Donc, vous avez le 4 psi de t plus, donc vous avez donc le bras psi de t multiplié par donc d de psi de t sur dt. D'accord? J'ai distribué donc la dérivée donc d sur dt donc à ce terme. Et donc, vous aurez ça. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer le d de psi de t sur dt par l'expression qui est là. Donc on a vu que donc d sur dt de psi de t à quoi est égal? Est égal à moins 1 sur i h bar, donc le bras psi de t multiplié par h. C'est ça ce que je vais faire. Je vais remplacer ce d de psi de t bras sur dt par moins 1 sur i h bar psi de t h. Donc, vous aurez donc un bras psi de t, h psi de t. La même chose ici, je vais remplacer d de psi de t sur dt. Donc, je vais utiliser donc l'équation de Schrödinger ici. Donc, vous avez donc IH bar, vous avez IH bar, d de psi de t, voilà, d de psi de t, voilà, des brackets sur dt, à quoi est égal donc H appliqué sur le quête psi de t. D'accord? Le quête psi de t. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remplacé ici donc, ce terme d de psi sur dt par 1 sur IH bar, donc le H psi de t. Donc, H psi de t multiplié par ce bras psi de t. Et donc, vous voyez bien que vous avez moins 1 sur H bar psi de t, H psi de t, vous avez 1 sur H bar psi de t, H psi de t, donc voilà, est égal à 0. Voilà. Et donc, on a montré donc d sur dt de cette norme, psi de t, donc est égal à 0, ce qui veut dire que psi de t, que la norme de psi est une constante. C'est-à-dire si vous faites psi de t, quête scalaire bras psi de t, donc c'est constant.
Maintenant, c'est le paragraphe suivant, c'est l'évolution. Ici, c'est l'évolution de la valeur moyenne. Ce n'est pas évaluation, mais c'est évolution. Vous essayez de... Donc c'est pas ici, c'est évolution. Évolution de la valeur moyenne d'une observable A. Donc, voilà, donc on va utiliser le même trick pour le même trick qu'on a utilisé ici, donc pour trouver donc, pour voir l'évolution dans le temps de la valeur moyenne d'une observable. D'accord? C'est-à-dire, je vais chercher le DCDT de cette valeur moyenne de A. Donc, je remplace donc la valeur moyenne de A, bien sûr, la valeur moyenne de A de psi, c'est quoi? C'est ce terme, c'est-à-dire c'est le ket psi A psi. Et donc, si je remplace ici, je fais donc distribuer donc, la dérivée. Donc, si on distribue la dérivée, donc vous aurez donc ici d de psi de t sur dt, a psi plus psi d de a sur dt psi plus psi a d de psi sur dt. Donc, j'ai distribué la dérivée donc, sur ce terme. D'accord? Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer, encore une fois, le d de psi sur dt. Donc, cette dérivée, je peux le sortir, bien sûr, c'est celle-là. Donc, je vais le remplacer par moins 1 sur IH par psi de t. Donc, c'est moins 1 sur IH par psi de t h. D'accord? Et vous avez donc A psi. Donc, j'ai remplacé ça, qui est égal à moins IH par psi de t h. Donc, c'est l'expression adjointe de ça. D'accord? Et donc, vous avez ça, donc c'est la valeur moyenne de la dérivée de, donc d de a sur dt. Ça, c'est la valeur moyenne de d de a sur dt. Voilà. C'est donc ça, c'est la valeur moyenne de a et ça, c'est la valeur moyenne de d de a sur dt. Vous avez le dernier terme, je vais remplacer ce d de psi sur dt. D de psi sur dt, il est là, donc qui est égal à 1 sur h bar h psi de t. Et donc, quand vous remplacez, vous allez trouver ça. Donc, voilà. Donc, maintenant, vous voyez donc 1 sur IH, vous voyez donc ce terme, 1 sur IH bar, psi AH, psi, moins 1 sur AH bar, psi H A psi. Si je rassemble ces deux termes, c'est-à-dire je vais avoir AH, donc moins HA. Donc, c'est qui n'est autre que le commutateur AH. D'accord? Et donc, vous aurez donc, ici, c'est la valeur moyenne de quoi? Du commutateur AH, H de t. D'accord? Et donc, la dérivée, donc, c'est-à-dire d sur dt de la valeur moyenne de A, c'est quoi? C'est 1 sur AH bar et H bar, la valeur moyenne de, voilà, la valeur moyenne du commutateur AH plus la valeur moyenne de d de A sur dt. Voilà. Donc, un système est dit conservatif si son Hamiltonien ne dépend pas explicitement du temps. D'accord? Les valeurs et vecteurs propres ne dépendent pas du temps. Donc, si on a un système conservatif, son Hamiltonien ne dépend pas explicitement du temps. Donc, donc l'expression du temps, vous n'allez pas le voir explicitement. D'accord? Et donc, les valeurs et vecteurs propres de cet hamiltonien donc, sont indépendantes du temps. Voilà. Donc, je passe à commenter donc, l'autre Smitho, l'autre transparent. Remarque, pour une observable A qui ne dépend pas explicitement du temps, donc c'est-à-dire le système conservatif, l'observable A donc, vérifie la dérivée par rapport au temps dct de la valeur moyenne A dans l'étape C est égale à 1 sur H par la valeur moyenne du commutateur AH. Donc, c'est-à-dire, vous avez la valeur moyenne de A sur dt pour un hamilton qui est explicite, qui ne dépend pas explicitement du temps. Vous avez dA sur dt est égal à 0. D'accord? Donc, ce terme est égal à 0. Qu'est-ce que vous aurez? Donc, vous aurez d sur dt de la valeur moyenne de A, c'est 1 sur H par la valeur moyenne du commutateur AH. Voilà. C'est ça, c'est ce qu'on veut dire. Voilà, donc je continue.
remarque, pour une observable A qui ne dépend pas explicitement du temps, donc c'est-à-dire le système conservatif, l'observable A donc vérifie la dérivée par rapport au temps ddt de la valeur moyenne A dans l'étape C est égale à 1 sur VH par la valeur moyenne du commutateur AH. D'accord? Donc, la valeur moyenne de D2A sur dt est égale à 0 donc, dans l'expression qui est précédente, dans le transparent précédent. D'accord? Maintenant, on va avoir une application du RAM d'Ehrenfest, soit R et P, les deux observables position et impulsion, et soit la méthode H qui est égale à P carré sur 2M, opérateur énergie cinétique, plus V2R, opérateur potentiel. Donc, vous avez donc la méthode H, des opérateurs R et P ne dépendent pas explicitement du temps, et donc si je fais la dérivée par rapport au temps de la valeur moyenne de R, il va donner 1 sur H par la valeur moyenne du commutateur RH. D'accord? Voilà, donc de notre part, donc quoi est égal à 1 sur IH par la valeur moyenne de IH par DH sur D de P, et donc est égal à la valeur moyenne de DH sur D de P. Bien sûr, la valeur moyenne de DH sur D de P, si je fais la dérivée, donc j'aurai, donc c'est P sur M. Donc c'est-à-dire c'est la valeur de P sur M. P sur DT de la valeur moyenne du R est égale à la valeur moyenne de P sur M. D'autre part, donc, la dérivée de l'impulsion, la valeur moyenne de l'impulsion dans l'étape C, donc D sur dt de P, c'est quoi? C'est moins la valeur moyenne de nabla H, d'accord? C'est moins la valeur moyenne de nabla H. Et donc, si je fais le nabla H, c'est quoi? Nabla H, c'est-à-dire D sur D de R. Donc est égal à nabla de V de R. Et donc, vous aurez donc D sur dt de la valeur moyenne de P est égal à moins la valeur moyenne de nabla V de R. Donc, donc c'est l'équivalent des équations canoniques en mécanique classique de Hamiltonien-Jacobi pour une particule. Donc, vous avez donc la dérivée par rapport au temps de dx sur dt est égale à P sur M. Bien sûr, c'est la vitesse. Dx sur dt, c'est la vitesse. P sur M, c'est mv sur M, c'est la vitesse, donc M sur M. Et d de P sur dt, donc c'est l'équivalent d'une force, est égal à moins d de V sur d de x, c'est gradient du potentiel qui, donc c'est une force, d'accord? D de P sur dt est égal à moins d de V sur d de x. Voilà, donc ça pour le théorème d'Ehrenfest. Donc, je pense qu'il y a un exercice, c'est ça, donc dans les séries, peut-être la série 4. Donc, on va retourner à ça. Donc, on passe donc, donc notre transparent. Donc, pour le transparent tweet, on va donc essayer d'exprimer, voir l'expression du quête psi à l'instant t. Donc, voilà, donc on va considérer l'Hamiltonien H. Voilà, H appliqué à phi ni, est égal à n phi ni. Pardon, ici. Donc, pardon, ici, juste une remarque. Donc, ça, c'est pas, donc c'est le quête, c'est H appliqué sur le quête, hein, c'est le quête phi ni. Donc, c'est pas, voilà. Donc, ici, c'est H appliqué sur le quête phi ni. D'accord. Et donc, la fonction psi de t qui est égale à la sommation, double sommation sur ng du coefficient cng de t multiplié par la base phi ng, d'accord? Avec g de 1 jusqu'à gn. Donc n, bien sûr, il est réservé à la valeur propre en, d'accord?
Donc, bien sûr, ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai exprimé la fonction psi de t en fonction, car ça, c'est inobservable, c'est-à-dire donc ici aussi, c'est le ket, d'accord? C'est le ket. Donc, c'est l'équation valeur propre. Bien sûr, H, c'est inobservable. Les phi NI sont les vecteurs propres de H qui forment une base de l'espace des états. C'est-à-dire, si je prends psi de t, je peux l'exprimer en fonction de cette base, d'accord? Je peux l'écrire dans cette base. Donc, à quoi est égal? Est égal à la sommation sur Ng de CNJ de t phi NJ, d'accord? Donc, car H, c'est inobservable et ces vecteurs propres forment donc une base de l'espace des états. C'est-à-dire que si je prends psi de t qui appartient à l'espace des états, je peux l'écrire dans cette base, donc est égal à CNJ de t phi n de j. D'accord? Et bien sûr, donc, si je veux les coefficients CNJ de t, bien sûr, je fais juste le produit scalaire du ket psi de t multiplié par phi n de j. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dériver cette quantité d sur dt de CNJ de t. Donc, si je la dérive, c'est-à-dire, je vais faire donc la dérivée, bien sûr, la dérivée, je vais dériver les deux côtés. C'est comme une fonction fg. Bien sûr, les phi sont indépendantes du temps. On a vu, donc, on a vu donc, dans un transparent qui précède que voilà, donc pour un système du conservation hamiltonien ne dépend pas explicitement du temps, les valeurs vecteurs propres ne dépendent pas du temps, d'accord? Donc voilà. Donc H, donc, il est explicitement ne dépend pas du temps. Et vous avez donc, c'est-à-dire les valeurs propres et les vecteurs propres sont indépendants du temps. Et donc, quand vous dérivez d sur dt, vous aurez donc juste la dérivée. Si vous distribuez la dérivée par le temps, vous aurez donc juste la dérivée de psi de t sur dt. Et donc, de psi sur dt, je vais utiliser l'équation de Schrödinger indépendante du temps. Donc, pour le remplacer, donc on l'a vu, donc vous avez, donc je vais réécrire une autre fois, donc l'équation de Schrödinger, vous avez donc le IH bar D de psi de t, d'accord, psi de t, donc ket, la dérivée par rapport au temps, t sur dt est égal, bien sûr, donc c'est h appliqué sur donc, le ket psi de t, d'accord. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais remplacer donc, le d sur d psi de t. Donc, je vais le remplacer par ce terme. Donc, c'est le h sur i h bar psi de t. D'accord? Et je sais, donc, h, c'est inobservable. Donc, si je l'applique sur le bras, phi ng, qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner donc la valeur propre en. D'accord? Car on a n, h appliqué phi mi va donner en phi ni. Donc, h appliqué sur le phi ng va donner donc la valeur propre en divisé sur h bar, ça c'est un nombre. Et vous aurez donc phi ng psi de t, d'accord? C'est-à-dire le produit scalaire psi de t phi ng. Psi de t phi ng, c'est quoi? C'est la projection de l'étape psi sur donc, la base phi ng. Donc, il va donner le coefficient cng de t. Donc, c'est comme ça. D'accord? Sous ce terme. Donc, vous avez donc la dérivée d sur dt de CNJ de t est égale à En sur IH bar CNJ de t. Donc, voilà. Donc, ça, je peux. Donc, si je fais d de CNJ de t sur CNJ de t est égal, bien sûr, En sur IH bar dt. Et donc, quand je fais l'intégration, donc c'est une intégration qui est exponentielle. Et donc, vous aurez donc le CNJ de t est égal à une constante k multipliée par exponentielle de moins i h bar en de t. Donc, je vais réécrire juste pour que vous. Donc, si je fais d de CNJ de t, d'accord, d sur ça, divisé sur le CNJ. Qu'est-ce qu'il va donner? CNJ de t, bien sûr. Il dépend de temps, est égal, donc, bien sûr, donc, E1 sur IH bar, d de t. Voilà.
Donc, si vous intégrez ça, et donc ça, c'est un logarithme. Ça, vous aurez donc n sur IH bar multiplié par t, vous faites l'exponentielle, vous aurez donc exponentielle. Donc, c'est une constante, bien sûr, plus la constante. Donc, vous aurez donc Cn de g de t est égal à k exponentielle de moins i sur h bar un de t. Donc, à t est égal à t0. Donc, le CLG de T0 est égal, bien sûr, car je vais remplacer donc, le T par T0. Et donc, est égal à moins I sur H par EN T0. Donc, je peux déterminer le K. Le K, c'est quoi? C'est le CNG de T0 multiplié par exponentielle plus IH par EN T0. D'accord? Le K, là, c'est quoi? Donc, le K, à quoi est égal? C'est juste, voilà. K est égal, pourquoi? Donc, est égal à CNG de T0, d'accord, multiplié par exponentielle de plus, maintenant, parce que ça, je l'ai passé dans l'autre côté. Donc, c'est plus U, voilà, EN T0, d'accord, EN T0 divisé sur H bar, d'accord. Et donc, quand vous remplacez le K dans cette expression, vous aurez donc le résultat CNG de T est égal à CNG de T0 exponentielle de moins IH par MT moins T0. D'accord? Donc, quand vous remplacez K dans cette expression. Et donc, on va trouver que la fonction psi de T, car le psi de T, je l'ai écrit comme ça. Je remplace donc le CNG de T. Donc, le CNG de T, je l'ai calculé. Donc, c'est quoi? Donc, c'est la sommation sur NG de CNG de T0 multiplié par ça, phi N de G. Donc, on a déterminé, donc, si vous voulez, l'évolution du coefficient. D'accord? Voilà. Ça, idée pour ce transparent. Donc, je passe le transparent qui suit et donc je vais terminer la séance. D'accord? Voilà, donc je vais passer ici. Premièrement, je vais passer ici, donc voilà. C'est ça. Donc, le dernier est transparent. On a donc quelques propriétés sur le. Donc, voilà. La constante définition constante du mouvement. La constante du mouvement. Une constante de mouvement est une observable A qui ne dépend pas explicitement du temps et qui commute avec H. C'est-à-dire la constante du moment. C'est-à-dire, on a vu donc D de A sur dt donc, dans le transparent qui précède. Donc, le transparent qui précède sur le. Voilà. Donc, on a vu que D sur dt de A, quoi, est égal à 1 sur IH bar, donc la valeur moyenne du commutateur à H, plus la valeur moyenne de A sur dt. Donc, pour une constante de mouvement, d sur dt, donc de la valeur moyenne de A, est égal à 0. C'est-à-dire, pourquoi je conteste ce terme est égal à 0, c'est lorsque le commutateur AH est égal à 0, lorsque aussi l'opérateur A ne dépend pas explicitement du temps. Donc voilà, il y a une constante de mouvement. Donc, c'est-à-dire, voilà, c'est ça la constante, c'est la définition d'une constante de mouvement. Une constante de mouvement est une observable A qui ne dépend pas explicitement du temps, c'est-à-dire A c'est égal à 0, et qui commute avec H. Donc, c'est-à-dire A commute avec H est égal à 0, et donc vous aurez bien sûr une constante de mouvement. Vous aurez donc, si vous faites la dérivée d sur dt pardon, donc d sur dt de la valeur moyenne de A, bien sûr, donc est égal à 0. D'accord? Voilà. Remarque, pour un système conservatif, H lui-même est une constante du mouvement. D'accord? Donc, la méthode H est une constante du mouvement. D'abord, dans le moyen d'une observable constante du mouvement, on ne prend pas du temps. Donc, c'est ça ce que j'ai écrit. Donc, voilà.